mets à ta droite parce que Ouais. l'écran est à gauche. Pas de souci. Alors, bienvenue à tous. Merci à tous d'être venus ce soir. Donc, je tiens particulièrement à remercier les intervenants qui nous font l'honneur de leur présence, mais également les professeurs, les élèves et les professionnels de l'assurance qui ont fait le déplacement. Donc, cette table ronde, c'est le fruit d'un projet étudiant organisé par Margot, employée chez Munich Re en souscriptrice RC, Claire Erhardt, qui est comptable technique réassurance chez Covea, Juliette Cruchet, souscriptrice RC Uppermarket chez Allianz, qui malheureusement ne pourra pas être là pour cause de Covid, Valentin Dacruz-Pinto, qui est souscripteur retraite chez AXA, et moi-même, Thibaut Garnier, souscripteur transport chez Chubb. Donc cette conférence est une table ronde. Elle va s'organiser en 2 temps. D'abord, nous allons avoir 45 minutes de débat, puis ensuite nous aurons 45 minutes pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Donc le thème de cette conférence, digital et proximité, ça décrit bien les enjeux de notre secteur, surtout les enjeux rencontrés ces 2 dernières années, parce que d'une part, la digitalisation de nos activités qui s'accélère, mais d'autre part également la proximité perdue, puis lentement retrouvée à cause de cette période Covid. Donc c'est pour cette raison que nous avons invité 3 acteurs importants du secteur, que je laisse Margot vous présenter. Bonsoir à tous, merci à tous d'être présents ce soir. Notre équipe tient à remercier chaleureusement les 3 intervenants présents ce soir, notamment pour la disponibilité et l'investissement dans notre projet. Nous avons choisi 3 personnes référentes dans le domaine de la distribution en assurance, notamment Madame Nathalie Siornet, directrice de la distribution à la Matmut, Monsieur Christophe Dandois, CEO Léo Caire, et Monsieur Benjamin Proux, vice-président de l'AGA. Bonne conférence à tous. Valentin, c'est à toi. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis ravi de modérer cette conférence. Donc comme l'ont dit mes camarades, nous allons parler de beaucoup de choses. Donc on commencera dans une première partie par la conquête de l'assuré, puis nous irons sur la fidélisation, et enfin nous finirons sur les contraintes réglementaires. Et ensuite, pour les personnes qui auront des questions, nous vous passerons le micro, nous passerons vers vous et vous avez juste à lever la main. Par contre, il faudra bien approcher le micro de votre bouche pour poser ces questions. Hop. Donc, le premier point, c'est la conquête de l'assuré. Donc, c'est l'enjeu de toutes les entreprises d'assurance. Donc, obtenir des nouveaux clients pour progresser. Et du coup, c'est fait ils mettent en place de nombreuses stratégies. Et je vais laisser la parole à Nathalie. C'est à vous. Eh bien, bonjour à tous et merci de l'intérêt que vous portez pour le sujet, que vous portez à nos sponsors de ce soir qui ont brillamment organisé cette conférence. Alors, moi, je viens de la Matmut et puis j'ai passé plusieurs années chez Covea, plus spécifiquement chez MAP Assurance. Donc forcément mon propos va être un peu teinté mutualiste et réseau captif, réseau salarié, et il va être tout à fait complémentaire à ce que mes 2 collègues diront après, ou en tout cas compléteront. Alors, pour parler de la conquête et embrayer ensuite directement sur la fidélisation, parce qu'on va voir quand même que c'est très lié, j'ai repris une étude récente qui est parue dans les Échos et qui reprend les comportements des assurés de manière générale face à l'assurance. Et en fait, ce qu'on en retient en majeur, c'est que la distribution d'assurance auto se fait aujourd'hui majoritairement dans les réseaux physiques, que la souscription en agence est également assez largement majoritaire, hein. On est à plus de 70% sur auto-habitation, 50% en santé, plus de 80% en assurance emprunteur. On y lit aussi dans cette étude que la majorité des assurés optent pour des contrats de gamme intermédiaire,
Donc pas les contrats entrée de gamme, pas les contrats haut de gamme, on est vraiment sur de la gamme intermédiaire, et que la plupart des consommateurs d'assurance sont des consommateurs qualité-prix. Il faut avoir un prix qui est dans le marché, mais en même temps, ce qui retient l'attention du consommateur d'assurance, c'est les garanties et l'assistance. C'est déterminant dans le choix qu'ils vont faire. Alors, autre enseignement, les Français sont plutôt fidèles à leur assureur. Ils sont plutôt contents de leur contrat d'assurance, mais pour 2 tiers, ils sont quand même en veille. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a à la fois une vraie place pour la conquête et en même temps, pour les acteurs, un véritable enjeu sur la fidélisation. Alors, ce qui va déterminer un consommateur à faire son choix en matière d'assurance, c'est en majeur la recommandation des proches et les conseils qui sont prodigués par l'assureur, notamment en agence et au téléphone. Alors, tout ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser à la technologie, mais on voit bien que, pour faire une analogie avec la pâtisserie, pour faire un gâteau, il faut des œufs, du lait, de la farine et du sucre. Mais globalement, en fonction des modèles et en fonction des clients, eh bien, je peux doser quantitativement différemment ces différents ingrédients, voire je peux en rajouter. Voilà. Et aujourd'hui, de manière générique, ce qu'attend un consommateur d'assurance, c'est une marque. C'est-à-dire que quand on a une marque avec une belle notoriété qui envoie de la confiance, c'est un véritable atout. C'est un produit qu'il considère comme robuste. C'est un prix, parce qu'aujourd'hui, et notamment sur le marché yard, quand vous n'avez pas le prix, vous n'êtes pas dans le marché. Et c'est de la commodité pour consommer. Et dans la commodité pour consommer, on va trouver les différents vecteurs de distribution, les agences, le téléphone, le web. Voilà. Et c'est ce mix-là qui, en fonction de la cible à laquelle on s'adresse, va faire que on est dynamique en conquête et dynamique également en fidélisation, parce qu'encore une fois, ce mix-là, il vaut également pour la fidélisation. Voilà ce que je pouvais dire pour commencer. Peut-être Christophe. Bonsoir à tous, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'inviter. Habituellement, c'est plutôt moi le provocateur dans un amphi, quand j'arrive dans l'assurance. Et je trouve que le titre est extraordinairement provocateur. Quand on connaît le nombre d'interactions qu'on a avec son assureur, dire que le digital, c'est la fin de la proximité, j'avoue que je suis pris de court. Je pense que je suis un vieux monsieur, j'ai 50 ans cette année. J'ai travaillé pendant 25 ans sur à peu près tous les autres secteurs B2C du digital. Et je vais vous raconter une petite histoire en introduction. En 2008, le VP qualité monde de Nokia mettait un 3270 à côté d'un iPhone 1. Et il les faisait tomber d'1 mètre. Et ils étaient tous contents parce que le téléphone Nokia rebondissait et on pouvait encore continuer à téléphoner. Forcément, l'iPhone 1 en 2008, c'était des pièces électroniques par terre. Et les gars disaient, voilà, ils avaient 34% de part de marché mondial en 2008, Nokia. Vous connaissez la suite de l'histoire. Je ne vous ferai pas non plus l'affront de vous parler d'Uber par rapport à G7, etc. Et je pense que ce qui va changer radicalement, et c'est vous, moi je suis là parce que j'ai envie d'échanger avec vous et de transmettre, j'ai pas de certitude, mais on voit bien que à la sortie du Covid, d'abord dans le changement de nos comportements, avec les enjeux de technologie, avec les enjeux de la transition écologique, l'assurance n'a plus le droit d'être une commodité. N'a plus le droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le consommateur, lorsqu'il paye tous les mois, qu'il regarde son compte en banque et qu'il regarde des lignes, et qu'il voit je mange, je bois, je m'habille, je regarde la télé, etc. Et puis il y a une ligne, soyons très clairs, qui sert à rien. On s'entend pas en tant que risque, mais qui sert à rien en tant que consommateur, ce n'est plus acceptable.
Si Yuka, il doit être à plus de 15 millions de téléchargements au moment où on regarde pour manger et impacte des gens comme Nestlé dans la constitution des goods qu'ils vendent, c'est bien qu'il y a des valeurs aujourd'hui qui sont attendues. Toutes les révolutions digitales, et si on avait le temps, je vous expliquerais celle des télécoms en 98, puis 2004 aux médias, etc., elles ont toutes trois mêmes fondamentaux. Toutes. Un, elles sont basées sur la technologie. Tous les enjeux de transformation sont sur la technologie, et en plus avec cette petite chose-là qu'on a tous dans la poche, qu'on n'oublie pas le matin. Voilà. Le deuxième point, le réglementaire. Il y a un enjeu en France, on est fort pour faire plein de lois, et puis quand on voit qu'on est verrouillé, on dérégule. Donc c'est l'exemple de la loi Hamon. Et 3, c'est le client en termes d'usage. Et donc je ferai cette introduction par rapport au thème du jour, qui dit que si j'ai envie d'assurer une 5008 pour ma famille ou mon appartement 2 pièces au fin fond de ma Bretagne natale, je ne sais pas ce que je gagne à m'asseoir en face de quelqu'un. Certainement sympathique, compétent, mais je n'ai plus le temps de faire ce genre de choses. Et donc, pour moi, tout l'enjeu aujourd'hui de la question, c'est la valeur. C'est au moment où je me pose des questions, c'est quelle est la valeur qui m'est donnée. Et on verra dans la deuxième partie, sur la partie fidélisation, qu'est-ce qu'apporte, je dirais, la vision commodité de l'assurance, un truc que je paye tous les mois, une feuille verte que je reçois, qui j'espère va disparaître en 2023, qui est catastrophique pour la planète, et derrière, pas de service. L'enjeu de la technologie au service du client, c'est justement pour donner un sens consommable à l'assurance. Chez Leocare, nos clients aujourd'hui ont plus d'1 interaction par mois avec Leocare. Alors ça fait pas très assurance, ça j'en conviens, mais ça veut dire que l'enjeu, c'est de démontrer justement qu'on n'est pas simplement un prélèvement, qu'on n'est pas simplement une souscription et un sinistre, mais qu'on est bien dans le quotidien et qu'on apporte de la valeur. Dit autrement, c'est à la fois des enjeux de prévention et de protection. Et ultimement, dans la vision de Leocare, c'est que vous qui êtes des spécialistes de l'assurance, comment on accepte que dans la santé, on a un seul contrat pour ses yeux, sa bouche, son nez, ses fesses, tout ce que vous voulez, et autant de contrats que la famille a de biens. Alors c'est historique, mais c'est un peu bizarre. Et donc la vision que porte Leocare aujourd'hui, c'est qu'à terme, on prend notre temps, on va y arriver, mais on va bien faire un seul contrat. On a connu le triple play dans le monde des télécoms. Pour les plus vieux d'entre nous, on a encore payé le téléphone à la minute et on ne savait pas ce que c'était Internet ni la télé. Et un jour, la technologie a tout mis dans le même tuyau. Et ça s'appelait un abonnement triple play, voire même quadruple play. Et c'est ça l'enjeu pour moi clairement de l'assurance. Pas qu'en France. Pour ceux qui s'intéressent à ce qui se passe aux US, au UK, en Allemagne, il y a aussi un mouvement qui est très important des néo-assurances. Et puis je terminerai sur cette introduction que je pense qu'aussi la grande différence qu'il y a dans l'approche digitale d'un acteur comme Leocare, comme une néo-assurance, bien sûr on n'est pas les seuls, c'est surtout d'identifier les attentes et le comportement du client. Au moment de l'acquisition, aujourd'hui, on a plus d'informations sur vous alors que vous ne nous avez pas donné une information assurantielle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le fameux zonier, pour savoir si vous habitez Marseille, Paris ou Brest pour le risque, ou le fameux bonus, eh bien nous aujourd'hui, par l'origine du canal par lequel vous venez nous voir, ça s'appelle TikTok, Snapchat, Facebook, tout ce que vous voulez, le type de téléphone que vous avez, la version d'OS qui est embarquée dans vos téléphones, tout ça c'est des choses qui disent plein de choses sur vous et peut-être même plus que ce que vous allez me répondre comme question, où est-ce que vous allez garer vos voitures et si c'est dans un parking fermé ou pas. Et c'est ça, pour moi, l'enjeu de cette digitalisation, l'enjeu de cette assurance, c'est finalement répondre à une problématique comportementale. On sait aujourd'hui que on n'est plus dans un modèle où on va vivre pendant 20 ans au même endroit. La propriété d'une voiture n'a pas de sens. Vivre peut-être avec la même famille, 50% divorce, j'y suis pour rien, mais c'est quand même la réalité. Et l'accélération du Covid, plus l'arrivée des technologies et des nouveaux acteurs de l'électrique, montre bien qu'il y a un mouvement de fond
sociales, sociétales, qui font que l'attente, elle est nouvelle et que, j'en conviens, tout le travail qui a été fait par nos homologues mutualistes, assureurs historiques est formidable parce que la France, on peut être fier du modèle qui a été construit. Mais aujourd'hui, vous, d'autant plus les plus jeunes, vous attendez autre chose, faites payer quelque chose, vous attendez en retour une dimension consommable qui va au-delà de la commodité. Benjamin. Oui, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être là et c'est vrai qu'en écoutant mes deux homologues, je me dis qu'il n'y a pas qu'un seul modèle. Et la réflexion, alors moi je représente les agents généraux d'assurance qui représentent tout ce que l'assurance, je vais parler simplement, tout ce qu'on peut détester sur l'assurance, c'est-à-dire vieillissante, avec une vieille vitrine, toutes ces choses-là. Alors, j'ai été nommé vice-président de cette fédération et en charge de l'attractivité du métier. Et moi, ça fait 21 ans que je fais ce métier. Et j'essaye, et on essaye avec la fédération AGA, de justement changer complètement le rapport à l'assurance. Et je suis très content qu'aujourd'hui on ait Léo Kerr avec nous. Pourquoi ? Parce que effectivement le Covid et cette transformation aujourd'hui digitale, on l'attend depuis très longtemps. Et si je parle des agents généraux d'assurance, il faut absolument qu'elle s'accélère. Aujourd'hui, on est dépendant quand même d'une chose dont on parle pas beaucoup, c'est l'obsolescence des systèmes d'information des compagnies d'assurance. Parce que vous le savez quand même, aujourd'hui, même si de nouveaux intervenants, et j'en suis ravi, arrivent sur le marché et seront immatriculés très prochainement, on a quand même aujourd'hui des gros mastodontes qui ont des SI extrêmement vieillissants. Vous connaissez peut-être de nom MVS, AS400, enfin, toutes ces choses qui sont extrêmement opaques pour tout le monde, mais avec lesquelles on travaille au quotidien. Moi, j'ai vécu l'accélération effectivement de cette digitalisation, puisque je représente Swiss Life aussi, donc qui est une petite compagnie d'assurance sur le marché français. Et c'est vrai qu'ils se sont un peu réveillés en se disant tiens, il va falloir qu'on y aille, il va falloir qu'on s'y mette. Et je pense que il y a quand même un gros boulot déjà d'une part de ces gros mastodontes, puisqu'ils représentent quand même une grosse partie du marché, et quand je parle des compagnies, j'embarque aussi les banques dessus, pour enfin changer le rapport à l'assurance. Parce que l'assurance, il n'y a rien de plus anxiogène que de souscrire un contrat d'assurance. Moi, je hérisse le poil quand je vais sur le site internet de ma compagnie ou d'une autre. Amusez-vous un jour à faire un devis automobile ou habitation ou santé. Vous perdez espoir et vous allez tout de suite sur un nouvel intervenant, et heureusement. Parce que il faut vraiment changer ce système-là et ce rapport. Alors, toutes les générations ne sont pas forcément encore concernées. Et je dis bien encore, mais vraiment depuis le Covid, et c'est ce que tu disais, on sent cette accélération et ce besoin vraiment d'accès à l'information, d'accès à des outils. L'image que tu avais mise sur le Power dans son canapé, c'est vrai que le dimanche soir, voilà, si j'ai envie d'avoir cette fameuse carte verte, effectivement, il serait important de la faire disparaître. Mais si j'ai envie de la télécharger un dimanche soir et que j'ai pas besoin d'attendre le lundi matin que mon agence physique ou plateforme ouvre, eh bien, il faut que j'ai accès à cette information. Je pense que les banquiers nous ont montré l'exemple, et ça me fait mal au cœur de dire ça. Ils ont montré l'exemple il y a un certain nombre d'années lorsque, vous savez, effectivement, on a tous nos comptes en ligne. Et ça paraît hyper naturel aujourd'hui d'avoir accès à ce genre de choses. L'assurance, c'est pas ça. L'assurance, on est encore très très loin de ce genre de choses, mais on sent qu'il y a une accélération. Et est-ce que c'est la fin, donc, par rapport à l'introduction et le thème d'aujourd'hui, est-ce que la digitalisation, c'est la fin de la proximité ou vice-versa ? Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas la réponse, mais j'ai vraiment le sentiment, je ne vais pas faire l'ancien, mais qu'on est quand même à la croisée des chemins. Enfin, on est enfin à la croisée des chemins, ce fameux chemin de digitalisation qu'on attendait depuis un certain nombre d'années,
qui vient de s'accélérer effectivement avec le Covid et qui vient enfin de faire prendre conscience à un certain nombre d'acteurs et de nouveaux acteurs. Et heureusement, il faut absolument qu'il y ait des nouveaux acteurs sur ce marché pour que les choses changent enfin. Moi, j'ai la chance aussi de donner des cours à droite et à gauche. Et c'est vrai que je donne comme exemple Luco, Alan, parce que c'est très fort. Alors, je donnerai peut-être comme exemple le tien, bientôt. Mais il y a de la place. Mais si vous voulez, voilà, passer un moment sur le site, alors c'est même plus un site, c'est une appli sur Alan. Bon, voilà, j'ai envie de souscrire. Alors même si le packaging est très joli, on se l'accorde, et que derrière il y a quand même un contrat d'assurance avec des garanties, un résultat, un S sur P et des résultats financiers un jour, quand il n'y aura plus d'argent injecté dans la machine. Mais quand même, il faut se poser les bonnes questions. Et moi, quand mon fils de 15 ans me dit « Mais papa, ça sert à quoi un agent d'assurance ?» ça me fait bizarre, quoi. Il me dit « Mais pourquoi est-ce que tu veux que je vienne te voir dans ton agence là à Paris en plus ça sert à rien, quoi. » Il me dit « Regarde, je fais ça, je vais un truc, je vais en ligne, j'ouvre mon compte dans une banque X, Y ou Z et c'est pareil. » Donc moi, j'ai vraiment un vrai problème et un vrai sujet par rapport à ça. Et alors que je suis à Paris, dans une agglomération quand même un peu développée, et je représente les 12 000 agents généraux français qui sont implantés sur tout le territoire, et je peux vous assurer qu'il y a un peu de boulot par rapport à ça. Donc, pour contrer ou pour essayer d'être encore plus proche de nos clients, oui, sans présager la suite, beaucoup de digitalisation et à fond sur la digitalisation, bien évidemment. Juste parce que ça va permettre d'embrayer aussi sur la fidélisation, puisque les deux sujets sont liés. Je pense encore une fois, pour rebondir sur ce que disait Christophe, il n'y a pas qu'un modèle. Il n'y a pas qu'un modèle et on voit qu'il ne faut pas perdre de temps, mais en même temps on a le temps. Et quand on est assureur traditionnel, que ce soit avec intermédiaire ou sans intermédiaire, il faut faire le saut technologique qui va nous permettre de nous mettre au standard du numérique. Et en même temps, on a la chance d'être challengé par des acteurs comme le Hawker. C'est-à-dire que tout ça, ça nous challenge. Mais comme on est installé, parce qu'on est installé depuis 60 ans, je ne sais pas depuis combien de temps existe Swiss Life, mais enfin, voilà, on est des compagnies installées, on travaille aussi avec des assurtech. Et on travaille aussi avec la technologie. L'intelligence artificielle, c'est fondamental demain, même si moi je reste convaincue que la relation humaine dans ce monde éminemment digital reste fondamentale. Là où il faut être vigilant, c'est à ne pas se laisser des intermédiaires. C'est-à-dire que tout à l'heure on parlait d'assurance avec la vente de la voiture. Ça demain, il faut qu'on y soit vigilant et qu'on raisonne en usage. Donc un des véritables enjeux des assureurs, c'est la relation avec le client, de laquelle il ne faut absolument pas se couper. Mais pour ça, il faut être un peu sexy et effectivement répondre aux attentes d'aujourd'hui. Alors le Covid a été accélérateur de particules et dans le cadre des comportements clients, parce qu'on a de l'immédiateté, etc. Enfin, tout ce que nous, en qualité de consommateurs, on peut exiger, la consommation à l'usage, etc. Mais pour nous, compagnies, le Covid a également été un accélérateur de particules. Ça nous a fait faire en 2 ans, sur le plan informatique notamment, ce qu'on n'aurait probablement pas fait en 10 ans. Donc, encore une fois, il faut être en veille. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je reste convaincue que pour des compagnies installées, il ne faut pas être leader, être bon challenger, c'est pas plus mal, puisque les plâtres sont essuyés par d'autres. Mais pour autant, il faut être en veille et il faut être très proactif sur la techno. Alors peut-être, si tu veux bien passer peut-être avant, voilà, celui-là. Un modèle omnicanal efficient, quel que soit, encore une fois, on est sur les ingrédients de la pâtisserie, mais un modèle omnicanal efficient, c'est déterminant. C'est déterminant. C'est-à-dire que le client doit être au cœur des préoccupations et des organisations. Ce qui est plutôt un vœu pieux dans un certain nombre de cas.
Et pour ça, alors là, c'est les réseaux Matmut, hein, par définition, mais on a bien le sociétaire, le prospect, hein, puisque Matmut est une mutuelle, donc nous, on ne rémunère pas d'actionnaires, et eh bien, les réseaux au service du client. Le self-care, pour faciliter le quotidien des clients, parce qu'à 22h, quand je veux éditer une attestation, parce que j'en ai besoin, ou l'adresser à mon propriétaire, eh bien, je peux le faire de mon canapé. J'ai des plateformes où si j'ai besoin d'un conseil, si j'ai besoin d'une relation pour quelqu'un qui va me donner un conseil avisé, je peux avoir quelqu'un au téléphone, sur des horaires élargis. Et puis, si je veux rencontrer quelqu'un, parce que je suis sur des sujets un peu plus touchy, parce que je suis pro, par exemple, hein, je suis professionnel, et moi, quand je suis professionnel, eh bien, j'ai besoin de connaître mon interlocuteur, d'avoir une relation privilégiée avec mon assureur. Je peux aller le rencontrer en agence, ou il peut venir chez moi. Voilà, parce que j'ai aussi des réseaux spécialisés qui peuvent venir. Et c'est bien le client qui choisit son canal en fonction de son besoin et de l'usage dont il a besoin à l'instant T. Et tout ça va faire que ça évoluera. Encore une fois, il y a de la place pour tout le monde. Les boîtes comme Leocaire nous challengent et finalement nous aident à avancer et à avancer plus vite. Mais je pense que, alors peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, hein, encore une fois, ça fait 10 ans qu'on annonce la mort des agents généraux, ils sont toujours vivants. Donc voilà, il faut aller au rythme des clients aussi. Du coup, c'est un bon moment pour passer sur la fidélisation. Du coup, j'ai laissé la parole à un de vous deux. Donc, comme vous voulez. Peut-être Christophe. Avant de je vais rebondir sur la fidélisation, mais là aussi, vous êtes l'avenir de l'assurance de demain, et je trouve que si je peux avoir une modeste contribution, c'est partager des retours d'expérience. J'aime bien donner cet exemple, et bien sûr tout ce que je dis est facilement vérifiable. Aujourd'hui, Leocaire, c'est le leader de l'assurance sur les Tesla. Hein, on a 27% de part de marché des modèles 3. Quand vous allez sur le site de Tesla France, vous voyez un beau logo, c'est Alliance, hein, c'est pas nous. Pourquoi on est le leader aujourd'hui ? D'abord, on regarde ce que c'est un client. Donc on a rencontré 50 propriétaires de Tesla Model 3. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? On leur a posé la question, pourquoi vous avez choisi Tesla ? Premier sujet, je gare ma voiture avec ça. Hein. Donc c'est ça qui m'intéresse. C'est la technologie, c'est le grand écran. J'ai choisi ce qui était embarqué dans la voiture et j'ai pas regardé son réseau de vente. D'ailleurs, j'y suis même pas allé, etc. Deuxième sujet, les valeurs de l'entreprise, la dimension transparence, transition écologique, etc. Et troisième, bien évidemment, la dimension, comme tu disais tout à l'heure, équilibre financier garanti. Et donc, ça, c'est un exemple, pour moi, qui est important pour vous demain, qui est que la data, qui était le sacro-saint de l'actuaire, dans sa vision du produit tel qu'on l'a servi jusque-là, hein, vous le savez mieux que moi, aujourd'hui on parle plutôt du data scientist et de l'actuaire, il faut être un peu des deux, et voire même aussi informaticien. Mais je vous promets que ce qu'on a réussi à faire, qui nous a coûté 0 € en termes de digitalisation de réseau d'acquisition, on n'a pas acheté de pub à la télé, par contre on a compris, et donc grâce aux technologies, on a mis en place une offre dédiée, totalement flexible, adaptée, pour répondre à une problématique client. Hein, et je pourrais vous en citer d'autres. Donc je pense que c'est important que vous sortiez aussi j'ai envie de dire, par provocation, un peu le carcan historique des données du passé. Parce que l'assurance de demain, elle est faite avec des données temps réel, des données usage, des données comportementales. Pourquoi ça change ? Quand vous allez voir le patron de l'Île-de-France de Tesla, ou le patron de l'Ouest, qui fait tout l'arc atlantique, tous les deux, ils viennent de chez Apple. D'accord ? Donc ça dit ce qui est en train de se passer. Et donc, quand on regarde ça, ça veut dire que vous, en tant qu'acteur de demain, qui allez porter l'avenir de l'assurance,
il faut que vous ayez cette curiosité-là. Hein, et vous n'êtes surtout pas des gens qui allez reproduire sur la base des données du passé, mais de comprendre que je vais bouger entre mes logements et que la voiture demain, hein, quand vous discutez avec n'importe quel constructeur, il vous dit bien qu'ils vendent plus de voitures, hein, ils forment des gens qui vendent des mobilités. Hein, et donc vous demain, c'est ça qu'il va falloir être capable de mettre en œuvre. Et donc la transition pour la fidélisation. Je pense que là aussi, on change. Alors pour ceux qui pensaient que les clients de Léocare n'avaient que 20 ans, donc on a notre gaussienne, hein, les 80% de nos clients ont entre 28 et 48 ans. 50% de nos clients sont multi-équipés au bout de 2 ans, hein, et on a un churn client de 7%. Alors aussi, on a un churn client pour compliance de 20%. Hein. On fait notre travail de respect, mais voilà, en tout cas, c'est 7% à l'initiative du client. La fidélisation, pour moi, elle vient d'autres univers. Hein. C'est pas dans l'assurance qu'on sait ce que c'est la fidélisation. Parce que la fidélisation, ça veut dire s'occuper de quelqu'un. Ça veut dire interagir avec lui. Ça veut dire répondre à sa connaissance, à sa vie. J'aimerais juste faire quelque chose et j'aimerais que vous soyez honnêtes et vous levez la main. Ceux qui connaissent aujourd'hui la franchise, allez, de leur bris de glace. Qui connaît qui connaît? Allez, n'ayez pas honte. Voilà. Bon, je ne vais pas compter, mais il n'y a pas 10%. D'accord? Et pourtant, vous êtes des grands spécialistes. Eh bien, je vous dis un truc dans la fidélisation. Le fait d'envoyer à ses clients tous les 6 mois la connaissance de ces garanties, ça paraît débile. Eh bien, je vous promets que ça sert à quelque chose. Parce que vous savez très bien que lorsque je fais une extension dans ma maison et que je fais une petite extension et que je ne l'ai pas déclarée, j'ai un problème, boum, vous allez me faire un petit ratio et je vais pleurer. Parce que je suis rentré dans la vie, j'étais tout seul, j'avais rien chez moi, et puis je me suis mis en couple, et puis je me suis acheté une télé, un beau sofa, un beau machin, et puis un jour j'en ai plutôt pour 20 000 € que pour 3 000 € quand je suis rentré dans mon appartement. Hein, et donc la fidélisation, c'est cette proximité. Et franchement, si j'adore le titre, je le trouve parfaitement provocateur par rapport au digital, c'est ça la proximité. La proximité, c'est d'envoyer au mois de juin la statistique qui, je crois que 7% des accidents mortels en France sont dus à un problème de gonflage, de sous-gonflage du pneu. Hein, et on l'envoie pas comme à SMS parce qu'on dit attention il y aura un orage et puis on arrose en SMS tous les gens qui sont autour. Ça on en a rien à foutre. Je pense que malheureusement s'il y a un orage je vais pas changer ma maison immédiatement. Par contre d'avoir des données personnalisées récurrentes sur mon profil pour finalement avoir plus de sérénité, et c'est ça pour moi les enjeux de la fidélisation, c'est connaître à qui on a affaire et de lui amener des éléments tangibles, personnalisés, en temps réel, justement pour montrer qu'on n'est plus une commodité, mais bien un service. Hein. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on avait plus d'une interaction par mois, parce qu'on sollicite nos clients sur tout un ensemble de choses. Je terminerai par ça pour donner la vie à quelqu'un qui est encore vivant, à côté de moi. Ça va pas tarder. On a créé un service pour le moment qui est en bêta sur l'Île-de-France et la Bretagne, qui me tient à cœur, qui s'appelle TechCare. Grâce au ministère du Transport, on va télécharger gratuitement chaque année l'Open Data et on récupère les coordonnées GPS des accidents corporels sur le territoire français. Hein. Une fois par an, on a ça à jour. Et les équipes R&D de Léocare à Cesson-Sévigné, à côté de Rennes, ont reconstitué le contexte de l'accident. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été sur des réseaux, récupérer la météo, récupérer le trafic, récupérer la luminosité, la saisonnalité, s'il avait plu la veille, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le Waze, mais pas pour dire qu'il y a la police dans 500 mètres, pour dire que dans 500 mètres, on rentre dans un contexte qui peut quand même me coûter la vie. Hein. Et donc c'est ce modèle de notification très simple du quotidien. Je ne vends rien, je ne fais pas d'acte de vente, je ne juge pas d'ailleurs. Hein. Je ne suis pas en train de faire l'assurance au comportement, savoir si j'accélère ou si je fais un mauvais virage. Je donne sur de l'information de localisation, je fais de la prévention gratuite. Voilà. Et pour moi, la fidélisation, c'est tous ces éléments-là qui font que j'existe dans le quotidien et que je donne du sens. Donc, on est en train de faire quoi? On est en train de rendre l'assurance tout simplement consommable. C'est fascinant.
C'est fascinant et c'est ce qui me prouve que nous ne sommes pas encore morts, les 12 000 agents généraux d'assurance. Pourquoi ? Parce que effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, il faut on va trouver le mixte et je pense pas qu'il y ait effectivement un seul modèle. Et moi, j'ai pour habitude de dire qu'il y a dans notre profession 12 000 agents généraux d'assurance, il y aura 12 000 modèles différents et 12 000 modes de distribution différents. Par contre, c'est vrai. Et là, tu as entièrement raison. Enfin, je sais pas qui a tort ou raison. Il faut que vous arriviez, parce que c'est vous demain, aujourd'hui, qui êtes les acteurs. Et c'est pour ça que moi, mes collaboratrices ou collaborateurs, j'essaye de les impliquer justement sur leurs attentes. Il faut qu'on arrive à rendre l'assurance comme un vrai service et non un produit de consommation classique. Si vous prenez l'exemple de l'assurance santé aujourd'hui, il n'y a rien de plus catastrophique que de vendre une mutuelle. Je parle de mutuelle ou d'assurance santé ou de complémentaire santé. Vous avez tous suivi, on parlera du réglementaire et c'est un peu ce qui nous plombe en France. Alors ça nous plombe, mais ça en même temps ça nous couvre, parce que vous allez voir, c'est toujours l'ambiguïté de la chose. Ça nous permet quand même de continuer à vendre notre sauce de cette manière-là. L'assurance santé aujourd'hui, il n'y a aucune valeur ajoutée. On a un contrat, vous avez un contrat responsable, sans rentrer dans la technique. Vous avez du contrat responsable, on a quasiment tous les mêmes garanties. On n'a aucune valeur ajoutée à vendre aujourd'hui un contrat santé. Enfin, moi, j'en ai fait beaucoup dans ma carrière, puisque je suis une compagnie d'assurance plutôt santé. C'était plutôt marrant à l'époque, puisqu'on adaptait les garanties en fonction du besoin du client. Alors, on faisait un rendez-vous de physique, ça existait à l'époque encore. Et aujourd'hui, on voit plus personne. Et c'est vrai que, par exemple, la réflexion que l'on a en ce moment à la Fédé, et que j'ai poussé à la Fédé sur notre réflexion sur l'assurance de personnes, c'est quelle est la valeur ajoutée de l'agent général à vendre une complémentaire santé, et notamment auprès des TPE et dans le cadre de l'ANI. Vous savez que la mutuelle pour tous, on est obligé en tant qu'employeur de proposer une mutuelle à chacun de ses employés. Quelle sera la valeur ajoutée de ce genre de produits de consommation, puisque là, la complémentaire santé pour moi c'est un produit de consommation. Voilà. Je pense par exemple beaucoup, et tu parlais de la météo ou je ne sais quoi. Par exemple, si je parle de santé, d'un sujet que je connais pas mal, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas être malade tous les 4 matins, peut-être un peu d'activité physique, non pas du sport, mais d'activité physique. J'ai pour habitude de dire, et sans critique, puisque peut-être que dans la salle il y a une Madame Michu, mais si Madame Michu, on arrive à lui expliquer effectivement en tant qu'assureur santé de renom, que ça serait peut-être pas mal qu'elle monte les 10 escaliers là qui sont à gauche plutôt que de prendre l'ascenseur. Voilà, c'est effectivement un autre rapport à l'assurance, parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à embarquer tout le monde dans cette manière d'appréhender les choses. Sinon, je pense qu'à terme, d'ici peut-être je le vivrai, je ne serai pas encore mort. Sinon, effectivement, je pense que les générations, alors pas les vôtres parce que vous êtes déjà après, mais je pense aux très très jeunes d'aujourd'hui, je pense qu'ils vont complètement squeezer, excusez-moi le terme, les modèles classiques de distribution. Le modèle, sans le critiquer, Matmut, qui est un modèle exceptionnel, enfin pour moi c'est surréaliste encore. Notre modèle, qui est un modèle tellement vieillissant, bon, il faut absolument qu'on change les choses. Voilà, je vois pas un client ou un jeune demain, dans 20 ans, pousser la porte d'une agence pour dire tiens, je voudrais souscrire une assurance santé. C'est pas possible, ça n'existera plus. Enfin, je vois pas comment. Donc c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en compte. Et dans le cadre de la fidélisation, et tu as extrêmement raison, le rapport à l'assurance a complètement changé. Bon, moi, on fait beaucoup d'assurance vie, entre guillemets, de gestion de patrimoine, ce nom un peu pompeux qui veut strictement rien dire. Aujourd'hui, pour apporter du service et du conseil à nos clients, il faut absolument qu'on désacralise notamment l'assurance vie et l'assurance retraite, puisque vous savez que c'est un vrai sujet d'actualité, la retraite. Je pense que d'ici la rentrée, ça va nous bouchonner pas mal les rues de Paris. Ce sujet-là, il faut qu'on arrive à l'expliquer déjà à nos clients, puisqu'encore une fois, c'est très anxiogène. Parler aujourd'hui de retraite à un client, il n'y a rien de plus compliqué. Les Français, on a plutôt un état d'esprit méridional à se dire on verra ça plus tard, et puis arrivé à 55 ans, on se dit tiens mince, il faudrait que je m'en occupe. Donc on doit être extrêmement changer notre discours,
hein, et je pense que la digitalisation va nous aider à le faire. On doit aussi donner de l'information, beaucoup plus d'informations. Ce matin, j'avais des grandes discussions philosophiques sur, et je peux en parler puisque c'est un accord qu'on a signé avec le ministère des Finances il y a très peu de temps sur la transparence des frais. Pour ceux qui s'intéressent un peu à l'assurance vie, à l'épargne et aux 1900 milliards d'encours des compagnies d'assurance, il y a un peu de sous en jeu quand même. Et je ne sais pas quel rapport vous avez par rapport à ça et par rapport à l'argent, mais je pense qu'il faut un peu de transparence. Et effectivement, donc on sent les prémices arriver, hein, parce qu'on parlait d'auto, d'habitation, mais il y a aussi tout le sujet finance et le rapport à l'argent. Donc on n'aime pas parler d'argent en France. Hein. On est quand même dans un pays, encore une fois, de type plutôt méridional et c'est très compliqué. Donc personne ne va exposer sa fiche de paye, voilà, et encore moins sa feuille d'impôt. Donc et c'est à nous de le changer. Et c'est vrai qu'on commence à l'entreapercevoir. On en parlait tout à l'heure. La Matmut s'y met. Et je vais dire enfin. Moi, on a besoin que la Matmut s'y mette, que ces acteurs qui sont avec une histoire qui est très forte hein, sur leur sociétaire, on a besoin qu'ils s'y mettent pour embarquer tout le monde et embarquer l'ensemble des clients, des particuliers, des jeunes qui deviendront peut-être moins jeunes demain, et qu'enfin, effectivement, l'assurance prenne son rôle sociétal qu'elle devrait avoir, parce que c'est une catastrophe les 2 dernières années, hein, si je puis me permettre. Moi, j'avais pour habitude de dire, tiens, ce matin, j'ai pas encore entendu que j'étais un voleur. Bon, là, je peux vous assurer que je l'entends tous les jours. Donc ça, c'est quand même très compliqué. Et vous, peut-être, qui serez des collaborateurs de compagnies, d'agents, je vous le souhaite, de courtiers, je peux vous assurer que quand vous aurez entendu 50 fois que vous êtes un voleur, la 51e, vous irez faire autre chose. Et c'est ça qu'on veut changer. Et ça, c'est extrêmement important. Et sur le sujet d'aujourd'hui, pour moi, c'est la clé. Juste un mot sur le réseau d'agences au sens large. On voit qu'aujourd'hui, Matmut a presque 500 agences réparties sur tout le territoire, hein, et en fait, on s'aperçoit que lorsqu'on ferme une agence, on perd des clients. C'est-à-dire que même s'ils viennent pas, le fait de savoir que en bas de chez soi, j'ai des vrais gens qui m'ont vendu le contrat et qui sont susceptibles en cas de pépin de me venir en aide, c'est un élément de fidélisation. Donc alors après, ça ne veut pas dire que ça va durer 25 ans, mais c'est aujourd'hui une réalité. Et on a été nombreux, hein, on s'est longtemps posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, et là je parle des assureurs sans intermédiaire, qu'est-ce qu'on fait de notre réseau d'agences, parce que c'est quand même un poste de coût. Est-ce qu'on ferme? Est-ce qu'on a une vraie politique de fermeture d'une partie des agences? Aujourd'hui, je pense que nombre d'acteurs ont répondu à la question. Encore une fois, on est sur des densités qui n'ont rien à voir avec les agences bancaires. Hein. Les agences bancaires qui ont 2000 ou 2500 agences, quand elles ferment 10 ou 20% de leur réseau, il en reste quand même encore un paquet. Mais on voit que c'est un élément de rassurance fort pour le client, que de savoir que pas loin de chez lui, il a des vraies personnes qui sont susceptibles de le renseigner. Et pour autant, il n'ira pas forcément à l'agence tous les 4 matins, parce qu'il va utiliser tous les médias qui sont à sa disposition. Voilà, donc sauf à dire que dans certains endroits, et ça c'est plutôt de la rationalisation, j'ai des agences qui sont proches les unes des autres, et je peux en fermer une et procéder à des regroupements, des fusions d'agences, parce que ça a du sens, mais une agence isolée, qui n'a pas de point de vente quand on est en province à moins de 20 km autour, quand on est à Paris à moins de 800 mètres autour, eh bien, je prends le risque, en fermant, de perdre une bonne partie du portefeuille. Et ça, c'est vérifié, c'est lentement, mais sûrement. Donc aujourd'hui, ouais. Alors, c'est magnifique.
C'est magnifique ce que tu viens de dire. Parce que je vais donner mon tout petit exemple. J'aime pas parler de moi, mais ça c'est. J'ai des agences d'assurance. J'avais à l'époque à Issy-les-Moulineaux. Vous connaissez peut-être, une à côté de Paris. Il faut prendre le métro. Il y a 2 stations. Et Versailles, vous connaissez tous, un château, Louis XVI, tout. Et donc j'avais des agences physiques avec une vitrine, les pancartes, tout le monde, comme à la Matmut. Et donc j'ai fermé ces vitrines et je me suis installé en Régus, là, enfin, bureau partagé. Si j'avais fermé effectivement ces 2 points de vente, ils sont fermés physiquement. Hein. À Versailles, je voyais personne. Personne. Donc j'ai fermé. Et j'ai plus de collaborateurs physiquement à Versailles. Ils sont tous dans mon agence principale de Montparnasse, où nous n'avons pas de vitrine non plus. Eh bien, j'aurais perdu effectivement X centaines de clients. Et pareil à Issy-les-Moulineaux. J'ai fermé cette agence physiquement. Donc il n'y a plus personne. Hein, il y a juste un Régus. Alors de temps en temps, j'ai une Madame Bichu qui appelle et qui se pointe à l'accueil en disant il y a quelqu'un. Et donc on lui explique comment on fait. Mais effectivement, et le portefeuille, et je vais dire quelque chose qui est quand même assez compliqué, je n'ai même pas informé mes clients que j'avais changé d'adresse. J'ai simplement eu l'en-tête qui a changé. Voilà. 0 résiliation. Rien. Aucune résile. Aucune. Donc c'est vraiment ce que tu dis là, c'est quand même, et c'est le juste milieu que l'on à travers la digitalisation, quoi. Tu te dis mince, je pourrais faire en full web complet tout à Montparnasse sans voir personne, mais si j'enlève l'adresse historique du jour, je perds les clients rattachés à cette agence inexorablement. Donc quand même. Peut-être qu'on a encore un avenir. Un petit mot. Chez Locker, on doit être 40 conseillers clientèle encore assez son en Bretagne, désolé. Je crois que l'enjeu, c'est la liberté. La liberté de chacun. J'ai pas envie de me cogner 40-50 questions pour ma voiture. J'ai envie que ce soit rapide, franchement, assurer ma 208, on va pas en discuter, on va pas en faire un fromage. Quand je suis en panne sur le bord de la route, je suis géolocalisé. À quoi ça sert d'avoir quelqu'un au téléphone alors que aller chercher un numéro de téléphone sous une carte verte, sous un pare-brise, je sais pas quoi. Je suis géolocalisé, on s'occupe de moi. Quand j'ai un sinistre, on prend son application. Alors pour information, on n'a pas du tout des créatifs, on a copié Uber Eats. Donc la gestion de sinistre, c'est l'application Uber Eats qui est dedans, qui s'appelle ClaimCare chez nous, avec 4 étapes. La structuration, le contexte du sinistre. Et il y a une deuxième étape, qui est la télé-expertise. Donc en gros, à distance, en fonction des photos et des films qu'on a laissés, on fait une télé-expertise. Puis si on ne peut pas, on fait une visio-expertise. Et après, il y a à l'ancienne, physiquement. Ce que je veux vous dire, c'est que, bien évidemment, on a mis en place l'humain. On est une start-up et pour autant, je crois qu'on fait partie des 11 sociétés françaises à avoir le label Centre d'appel 100% en France. Donc je suis très fier. Et on est bien conscient qu'en effet, il y a cette dimension humaine qui est que, comme il n'y a pas de relation client dans l'assurance, un jour on m'a séduit pour me vendre une souscription, et puis un jour j'ai un sinistre. Et il est normal, c'est humain, d'avoir peur et d'avoir besoin d'être assuré pour qu'on traite correctement un problème, quel qu'il soit, et dans les meilleurs délais. Et donc, la réponse historique qui a été faite, c'est « t'inquiète pas, il y a un humain ». Je ne sais pas si ça permet de gérer au mieux dans les délais, mais c'est vrai. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est que parce qu'en effet, il ne se passe rien pendant 4 ans. Et au moment où on est confronté à un sinistre, et qu'on ne sait même pas où est le numéro du contrat parce que c'est dans un classeur, parce que c'est l'habitation. Et puis quand c'est pour la moto, c'est encore dans un autre classeur ou en tout cas une autre feuille. Et donc c'est logique. Alors que quand vous avez finalement le même outil, la même application, que ce soit pour une souscription, me mettre ou mettre l'un d'entre vous sur mon contrat automobile en conducteur secondaire ou faire un sinistre, c'est la même expérience. Et comme j'ai une interaction par mois, la gestion de sinistre, c'est pas la fin du monde. C'est un problème de vie et j'ai besoin de réactivité. Et donc tout l'enjeu, c'est ce mix entre technologie et l'humain. Parce qu'en effet, il y a ce besoin.
Est-ce qu'il y a besoin physiquement d'avoir l'humain ou finalement de l'avoir au téléphone ou de le voir en visio, c'est suffisant? Voilà, je pense que c'est peut-être ça qui est la question de l'avenir finalement entre le réseau physique de vente et le fait que j'ai quand même besoin de parler à quelqu'un à un moment parce que ça me rassure et j'ai besoin de ça. Je voulais juste parce que je suis quand même bavarde. Il faut avoir en tête que des maisons comme Matmut, comme Swiss Life, sont des maisons qui ont des réseaux. Et donc à un moment donné, ce sont des points de vente qui existent. Donc tout l'enjeu, c'est de les rentabiliser et de faire en sorte que dans ces agences, il se passe des entretiens à valeur sur des produits que je n'irai pas justement acheter en full web, et que tous les canaux soient à disposition de l'agent. On ne peut pas couper l'agence d'un canal qui est utilisé par le client. Ce qui veut dire que l'avantage du flux à distance, c'est qu'on peut le transporter. On peut transporter le flux là où est la ressource, contrairement au flux physique. Et quand on arrive à optimiser ça, finalement, on trouve l'équilibre qui permet, en attendant que les choses évoluent encore une fois, en étant toujours très attentif, on trouve, moi aujourd'hui dans les agences Matmut, 70% de l'activité, c'est de l'activité téléphonique ou de l'activité web. Mais pour autant, j'amène bien le flux là où j'ai la ressource. Et en contrepartie, je n'embauche pas sur les plateformes téléphoniques. Voilà. Donc c'est tout l'équilibre qu'il faut trouver pour dire, j'ai une enseigne et elle fonctionne, elle a du sens. Derrière, j'ai des comportements de consommation que je ne peux pas nier, auxquels il faut que je m'adapte impérativement et rapidement. Et en parallèle, je suis en veille et j'accepte d'être challengé par des boîtes comme Leoker. Voilà. Donc on va passer sur une partie qui est la réglementation. Bon, on va être assez bref parce qu'il nous reste entre 5 et 10 minutes pour l'expliquer, même s'il en faudrait peut-être une heure encore sur la réglementation, même si c'est... Donc si quelqu'un veut se lancer. Nous, quand on a créé Leoker, comme on venait du monde du digital et qu'on sortait de plein de projets sur le monde connecté, je pense à Linky et tous ces univers, on a voulu se lancer dans la santé. On était persuadés. Pourquoi ? Parce qu'avec la montre, on sait qu'on a le pouls. Je rappelle que Google fait des super lentilles dans lesquelles je peux récupérer la glycémie, etc., etc. Et quand on a vu finalement qu'on était incapable d'être en relation directe avec on l'appelle comme on veut, le client, le sociétaire, enfin bref, de pouvoir collecter finalement ça dans son intérêt, parce que derrière, réglementairement parlant, je passe le lobbying, etc., qui était... Voilà. Et donc, nous, quand on a démarré, directement, on a pris ça de pleine face, de voir ces enjeux réglementaires sur la data. Encore une fois, je crois qu'on a eu la CNIL l'année dernière sur le RGPD, donc on est très à l'aise par rapport à tout ça, et c'est un enjeu, bien sûr, pour une start-up en permanence, parce que vous imaginez bien qu'on est regardé et qu'on a des enjeux, je pense, encore un peu plus forts que les acteurs historiques pour démontrer que la donnée est bien celle du client et qu'on respecte tout un ensemble d'enjeux. Mais là, juste pour vous dire que nous, on était partis pour amener de la valeur client, et puis les enjeux réglementaires nous ont dit, c'est pas possible, on peut pas faire ça, puisque, voilà, au moins quand vous êtes dans votre voiture, votre géolocalisation, pour peu que vous ayez accepté, dans votre application d'avoir la géolocalisation ou la notification, on peut vous apporter de la valeur. Donc pour moi, ça c'est le premier point, en tout cas, auquel nous on a été confrontés assez violemment par rapport à la réglementation. Le deuxième point, je trouve que, désolé pour ce que je vais dire, je vais peut-être faire beaucoup d'amis dans la salle, mais là aussi en France, on légifère. Je pense à la loi Hamon. Et bien évidemment, à part vous qui êtes des gens compétents sur ce sujet, je pense que si on se met dans la rue derrière, là, on prend les 10 premières personnes qui passent et on leur demande tous quand est-ce que vous pouvez changer d'assurance. Je pense qu'à peu près tout le monde dira, ceux qui vont peut-être, je connais pas ma date annuelle de changement. Donc on a fait une loi et en gros on n'en parle pas.
soyons clairs. Hein. Et donc, on voit bien d'ailleurs ce qui s'est passé sur la partie, pour la loi qui vient de sortir sur l'emprunteur. Au moins, on va obliger à afficher. Donc moi, le deuxième point sur cet aspect réglementaire, c'est pas le tout de faire des lois, c'est aussi bien de protéger le consommateur. Et faire une loi dont 80, peut-être 10%, 95% des Français l'ignorent, ça sert à rien. Hein, soyons clairs. Alors peut-être qu'on pense protéger le churn et la dynamique de marché. Moi, j'aime bien utiliser un terme qui est la gaffumication. Hein. Vous prenez chaque lettre et vous avez un grand acteur. Vous avez Google, le U c'est Uber, le T c'est Tesla, le N c'est Netflix. Enfin, ouais, vous avez compris. Et si on se protège à la française par cette réglementation, je peux vous raconter aussi l'époque où Alcatel était un leader mondial, et voilà ce qui s'est passé, parce que on a interdit aux Chinois de mettre des slams, et on pensait qu'avec comme ça on était protégé. Donc moi je pense que le réglementaire, il est nécessaire pour protéger le client, et je vois sous mes yeux le devoir de conseil, et c'est bien évidemment tous les enjeux de formation de nos équipes et des obligations réglementaires. Mais je pense qu'il y a un enjeu très important. Et là aussi, vous avez un rôle, s'il vous plaît, énorme à jouer. C'est vous, la génération de demain. C'est pas moi, c'est vous. Où il faut bien comprendre que cet enjeu de réglementation, il y a un enjeu pour protéger votre futur client. J'aime pas trop le mot assuré. J'ai l'impression qu'on est cadenassé qu'un contrat. Un client, c'est exigeant. Hein, ça demande qu'on l'aime, ça demande qu'on s'adapte à lui. Il a besoin qu'on lui parle. Hein, c'est pour ça que je dis le mot client. Et par rapport à ça, la France est, je pense, très en retard si on compare le marché anglo-saxon ou le marché germanique. Et donc, on pense se protéger. Je crois qu'on le fait consciemment. Hein, je fais aussi ma part de rendez-vous, mais je pense qu'on le fait consciemment. Et je crois qu'on fait une erreur stratégique. Et c'est vous qui allez le payer. C'est pas moi. Si on ne comprend pas que l'enjeu de ce marché, c'est d'amener la dynamique et c'est de rendre finalement la valeur aux clients et pas simplement de se protéger derrière une réglementation, alors on va laisser certainement Google est embarqué dans toutes les voitures américaines et peut-être asiatiques, et on ne viendra pas pleurer dans 15 ans en disant l'assurance n'existe plus en France parce qu'on n'a pas pu finalement être innovant. On n'a pas pu mettre la technologie au service du client, et certes on protège le portefeuille historique, mais je connais des gens qui meurent très riches. Hein, et ça, il faut être très vigilant par rapport à ça. J'adore ce sujet. C'est vrai que, bon, moi, vous l'avez compris, je fais un peu plus assurance de personne. Le réglementaire, c'est un sujet qu'on prend à bras le corps et dont on fait une opportunité justement pour faire en sorte de redonner un peu de sens à la relation client grâce au réglementaire. Alors moi j'ai toujours vu le réglementaire comme étant une opportunité. Mais ce que tu dis, c'est vrai, c'est que on se cache quand même derrière la forêt. Aujourd'hui, les enjeux sur le marché de l'assurance sont tels, on va se le dire quand même. Si je parle de l'assurance vie, si j'en reparle, voilà. Si je vous parle de transparence des frais tout de suite, oui, il m'en faut de la transparence. Est-ce que j'en aurai? Je sais pas. Donc trop de réglementaires, effectivement, tue le réglementaire, et aujourd'hui c'est un extrême. Hein. Vous savez, on a des discussions à AGA avec la Commission européenne. Enfin, c'est tout juste surréaliste, hein, vraiment surréaliste, et je pense que on est arrivé vraiment au bout, puisque là on est en train de d'éplucher des directives qui viennent contredire ce qui a été mis en place sur les IPID et ainsi de suite. Donc parce que l'IPID, vous savez, ces fameux documents que l'on doit remettre aux clients et qui devait éclairer le consommateur et l'épargnant, bah, il fait tout et son contraire. Donc je pense qu'on est vraiment au bout de tout ça. Malheureusement ou heureusement, il y a la Commission européenne, quand même, hein, faut qu'on se le dise, on n'est quand même pas réglementé que par la France, et qui fait que il faut qu'on arrive à en faire une arme. Et si on revient sur le sujet du jour, franchement, quand vous essayez de vendre, je vais parler pour un Powerwash, vendre, ou du moins on vend pas, on conseille un contrat d'assurance vie à un client aujourd'hui, si je passe par toutes les étapes précontractuelles, il me faut 15 jours aujourd'hui pour proposer un contrat vie à un client. Et c'est vrai, il me faut 15 jours entre le jour où je mets l'IPID et le jour où je fais le devis, enfin pas le devis, le projet et ainsi de suite. Il y a 21 ans, sans faire le vieux de la vieille, ce matin je voyais un client
tout à l'heure, là, à 15h, je voyais un client avec qui j'avais mis en place un contrat retraite il y a 21 ans, et on avait 2 pages. Voilà, 2 pages. Bon, la clôture du contrat s'est bien passée, il m'a pas tiré une balle, je suis pas reparti avec un cocard. Voilà, donc je pense que on est rentré aussi dans un système où la protection des consommateurs enfin, il y a une surprotection du consommateur, et à force de vouloir nous protéger, eh bien, on en vient à des abus, enfin des hérésies complètes. Hein. Aujourd'hui, pour mettre en place un contrat d'assurance vie, c'est 42 pages. Voilà, si vous arrivez à lire ces 42 pages, tant mieux. Alors même si on le fait en signature électronique, web, machin, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Donc, oui, c'est important d'en avoir, puisque c'est une opportunité et ça a permis d'épurer quand même un peu un certain nombre d'acteurs du marché, il faut quand même se le dire, parce que les anciens et les moins anciens pourront dire que des assureurs voleurs, il y en a toujours eu et il y en aura malheureusement toujours. Et si on joue un peu sur la finance, c'est quand même un peu embêtant. Donc oui, il en faut du réglementaire, mais attention, et encore une fois, et vous voyez, je vois toujours le pour. Le digital va nous aider là-dessus, puisque le parcours client, effectivement, il doit être vraiment le plus fluide possible aujourd'hui. Et ça, il faut qu'on puisse avoir des outils et justement des systèmes qui nous permettent d'avoir une relation la plus simple possible en intégrant du réglementaire. Alors, et quand je prêche pour ma paroisse, à savoir les assurances de personnes, sans dire que l'assurance auto, c'est un produit, plus simple, mais un peu quand même. Aujourd'hui, voilà, je veux vendre à Madame Michu et conseiller à Madame Michu, cliente ou sociétaire de la Matmut, un contrat vie comme vendre un contrat d'assurance auto. Ça serait l'idéal. Aujourd'hui, si mon gamin de 18 ans peut acheter un contrat d'assurance vie en ligne, eh ben tant mieux. Et c'est bien pour tout le monde. Et ça, il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on fasse sauter ces verrous-là. Et il y a un peu de boulot là, par rapport à ça. Oui, c'est l'heure. On arrive à la fin de cette conférence du coup, donc il nous reste quelques minutes pour les questions-réponses. Donc mes camarades vont passer dans l'amphithéâtre, donc levez haut la main si vous voulez dire quelque chose. Donc il suffira juste, dites votre nom et prénom et peut-être votre poste si vous travaillez en assurance pour que les intervenants sachent dans quelle compagnie vous exercez. Autre point, il faudra rapprocher assez près le micro de votre bouche. Je vous remercie. Est-ce que vous m'entendez? Donc moi je m'appelle Guillaume de Vauclair et je travaille pour une société qui s'appelle Vermeil. Et je me retrouve beaucoup dans vos propos, Benjamin, parce que justement, nous, on propose de digitaliser le BIA notamment, et donc tous les parcours en santé, prévoyance collective, aussi en assurance vie. Et moi, j'avais plus une question pour Madame Siardet, sur la part de votre travail avec des assurtech. Donc je sais que vous avez réalisé un partenariat récemment avec Zelros. Et donc juste, si vous pouviez nous en parler un peu plus, mais juste avant, si je peux me permettre, donc moi j'ai travaillé, ça fait plusieurs années que je travaille chez des assurtech, donc j'ai travaillé avec des grandes compagnies d'assurance, et j'ai aussi travaillé avec des acteurs comme Leocare. Moi j'ai travaillé avec Luco sur la détection de fraude, j'ai travaillé avec WeFox aussi, et juste si je peux me permettre, je trouve que WeFox a comment dire, ils ont un positionnement que je trouve vraiment très intéressant, c'est-à-dire qu'ils combinent l'ancien monde avec le nouveau monde, parce qu'ils demandent, en fait, ils prennent les nouveaux adhérents, ils prennent les adhérents des courtiers, donc ils vont voir les courtiers, leur proposent leur solution digitale, et ils vont reprendre toute leur base de clients. Et d'ailleurs, WeFox aujourd'hui est la surtech numéro 1 en Europe, qui est en train de grossir énormément. Et d'ailleurs, j'ai travaillé avec WeFox pour une solution dédiée aux actuaires. Et donc eux, ils considèrent qu'ils doivent toujours utiliser les données. Voilà. Mais juste, si je pouvais me permettre. Alors Zelros. Effectivement, on a un partenariat avec Zelros qui travaille. Alors, côté distribution, en fait, on monte avec eux un système qui permet d'être une aide à la vente dynamique, d'une part,
Et alors, Zelro, c'est une boîte techno qui vend de l'intelligence artificielle et qui travaille avec les assureurs, entre autres. Et sur l'aspect plus technique, parce qu'on a un métier qui est quand même un métier technique, en fait, Zelros va aller me faire la recherche documentaire, c'est-à-dire que si je suis face à un cas spécifique, on va dire sur une sélection de risques un peu spécifique, je vais interroger Zelros qui va aller chercher dans la base documentaire d'un assureur dont je vous laisse penser à quoi elle peut ressembler, c'est monstrueux, qui va aller me chercher l'information d'une part, et puis qui va me dire, eh bien, face à une telle situation, dans 95% des cas, voilà ce que font tes collègues. Voilà, pour faire simple. On travaille également avec eux sur de la segmentation marketing. Et on démarre de la segmentation liée au comportement, etc., notamment en épargne. C'est une expérimentation. Voilà. Alors nous aussi on travaille avec Zelros. Incroyable. Alors, on les a choisis parce que c'est à peu près le seul acteur en termes d'ossérisation qui maîtrise plutôt bien les 15-16 plus gros relevés d'informations. Voilà. Dont j'espère un jour qu'il n'existera plus. Le relevé d'informations, hein, c'est bien pour garder les clients. Il y a des pays comme au Maghreb par exemple, il n'y a pas de RI, si j'ai pas de bêtises, il y a une base de données. Quand on est en Espagne, ça n'existe pas non plus. Mais bon. Juste, c'est intéressant, je me permets de tutoyer. Je pense que ce que tu dis là, c'est un enjeu de souveraineté. Et je pèse mes mots. Des gens comme WeFox n'ont pas de clients. Les clients de WeFox ne sont pas les clients de WeFox. 80% du portefeuille de WeFox appartient... voilà. Et donc, quand on est en train de disrupter un marché, l'enjeu, c'est de maîtriser le client. Et pourquoi Google en a rien à foutre et n'ira jamais dans l'assurance? Parce que c'est lui qui a à peu près 80% du marché de l'assurance. Pourquoi se lancer en assurance alors que tout le monde vient de donner son no-ball tous les mois en centaines, voire pour certains millions d'euros. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut regarder. Et donc, par rapport à ce que tu dis, si on veut que nous, la France, on soit aussi fiers que AXA au niveau mondial a démontré plein de belles choses, et donc on reste des leaders, on reste innovants, eh bien, c'est pas en étant des intermédiaires technologiques. Ce que fait Shift Technologies est extraordinaire, Zelrose et tout ça, c'est vraiment top. Mais le point, c'est que c'est pas eux qui maîtrisent le client. Et si tout ce dont on est fier, c'est simplement d'être un intermédiaire, alors il va se passer ce qui s'est passé avec Internet. Et ça, c'est écrit, c'est garanti. Et la question qui était posée tout à l'heure sur le fait qu'on va embarquer l'assurance, ah bah oui, mais l'intermédiaire, ce sera la compagnie, hein, ça sera le client et celui qui vend le produit. Hein. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'être innovant et mettre la technologie et maîtriser le client, parce que c'est ça la valeur. Et si on veut garder notre souveraineté et de s'exporter demain ce savoir-faire français en termes de technologie, l'intelligence artificielle en lui-même, c'est sympa, mais enfin c'est quand même mieux quand on a le client en face. Parce qu'on apporte de la valeur client, on fait du cross-selling, on fait de l'upselling, tout ça. Hein. Et quand on est simplement, j'ai rien contre le grossisme, mais quand on fait ça, eh bien, on change, c'est une plateforme SaaS, hein, soyons clairs, et puis quand on n'en veut plus de celle-là, on prend celle de droite. Mais quand on est dans un moment de transition aussi structurant auquel on est confronté au niveau européen, eh bien, les gagnants, c'est comme toujours, c'est ceux qui possèdent les clients. Et je pense que j'entends ce que tu dis, mais de mon point de vue, c'est surtout pas le modèle qu'il faut prôner, et que l'ouverture réglementaire doit nous permettre justement, nous ou d'autres, on s'en fout, en tout cas les nouveaux entrants, d'aller vite pour pas être dépassés par les acteurs historiques qui eux sont des purs acteurs technologiques. Pardon, je m'entends. Non, je dis que en termes technologiques, du WeFox, du Zelrose et plein d'acteurs qui sont, c'est très bien parce que ça permet à tout le monde quelque part de gagner du temps. Nous on utilise Zelrose par exemple pour le RI, comme ça on n'a pas besoin de le faire physiquement, enfin visuellement. Mais l'enjeu, notre souveraineté, et je pèse mes mots, hein, la souveraineté, la digitalisation du monde assurantiel, elle passe par des acteurs qui vont continuer à maîtriser le client. Et si on n'accompagne pas cette transformation digitale par des acteurs qui maîtrisent le client, simplement par des acteurs intermédiaires techniques, eh bien quand la révolution va être forte et d'autres générations arriveront directement, la désintermédiation sera violente et ça sera trop tard pour se réveiller. Et on dira, ouais mais on est fort en intelligence artificielle. Oui, mais on s'en fout. Le revenu, il est où? Voilà. Et c'est payer Zelrose demain, passer d'USign à DocuSign, je sais pas quoi. Ça, tout le monde sait faire. Mais l'enjeu,
c'est quand même le portefeuille. C'est ça le nerf de la guerre. Et quand on est en pleine transition, en disruption, c'est celui qui le possède qui a les clés du succès. Il y a une question là au premier rang et là-haut, peut-être Claire, là-bas. Peut-être on va commencer au fond et après on donnera la parole devant. Bonjour, alors, moi c'est Mathilde, je travaille au Crédit Agricole Assurance. Vous avez parlé plusieurs fois de l'assurance comportementale et je voulais savoir s'il y avait autre chose que la réglementation qui bloque les compagnies d'assurance pour adopter ce modèle. Attends, je vais essayer de répondre à cette question un peu philosophique, mais je vais dire une chose très simple. Les compagnies d'assurance traditionnelles, quand tu gagnes de l'argent aujourd'hui, moi, dans ma fonction, je rencontre quelques présidents de grands groupes avec des marques qui commencent par A, qui finissent par Z, ou des A ou des A. Qu'est-ce que tu veux t'embêter? Ton modèle, il fonctionne. Tu as une bonne rentabilité. Je prends l'exemple de Suisse aujourd'hui. Tu regardes sur Google, Swiss Life, le résultat financier du groupe, c'est plus 20% année Covid. Et encore plus 20 cette année 2021. Donc, il y a quand même, c'est là où l'ambiguïté de la chose, elle est. C'est que tu as affaire à des compagnies d'assurance qui gagnent leur vie aujourd'hui. Et même avec le Covid. Parce que voilà, bon, c'est comme ça. Donc, moi, oui, je veux faire de l'assurance comportementale, bien sûr. Je préfère que de prendre le RI de mon client. Ça n'a aucun sens de prendre le RI de mon client. Si je me fais péter la voiture 3 fois dans le parking, j'y suis pour rien. Je vais pas déménager, je vais pas changer, voilà. Et c'est le cas aujourd'hui à Paris. Hein. Vous prenez aujourd'hui à Paris, moi j'assure beaucoup de restaurateurs, malheureusement. Enfin, c'était pas la cible number one des 2 dernières années, mais c'est comme ça. Je peux vous assurer que j'en prends un petit peu dans la tête. Et encore pas plus tard qu'hier, il me dit j'ai été inondé après avoir été fermé pendant le confinement. Donc je dis qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah déménage. Voilà, on en est là. Et quand AXA ou Generali, en ce moment, a un zonier, tu parlais du zonier tout à l'heure, qui est tout juste surréaliste, le zonier, qui a été refait et il n'y a pas longtemps, et moi j'ai une confrère dans une zone sinistrée aujourd'hui, qui s'est vu résilier tout un pan de son activité. Ça n'existe plus, on ne peut plus assurer. Voilà. Donc voilà où on en est. Donc si tu veux, comment dire à moins que Léo Kerr, Alan, Luco et autres multiplient leur chiffre d'affaires par 100 cette année, je pense pas qu'on y soit encore. Mais on a hâte. En tous les cas, moi je porte ce message-là parce qu'effectivement, il y a un vrai sujet par rapport à ça. Quand tu parlais d'iOS, pourquoi est-ce que le client qui a l'iPhone 13, c'est pas le même que le je sais pas quoi, l'Android ou l'Alcatel, puisque j'ai connu aussi. Voilà, c'est vrai. Et on le sait tous, quand moi je rencontre un rendez-vous en face à face, face-to-face, un vrai rendez-vous avec un vrai client, on le sait tout de suite. Voilà, on n'a pas besoin de faire une étude graphologique ou ainsi de suite. On le connaît, voilà, le comportement, parce qu'on a ce fameux feeling. Et il faut qu'on arrive à le mettre dans la machine, ce truc-là. Et vraiment, il faut qu'on pousse tous, et si ce soir on est là, c'est peut-être aussi pour ça, pour arriver à faire en sorte qu'on rentre un petit peu de comportemental et d'humain dans tout ça. Pardon. Je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Très fort, visiblement. Bonjour à tous, donc Anis Kasri, je suis étudiant à l'ENAS et alternant chez Alliance, du coup. J'avais une question plus particulièrement pour vous, Monsieur Dandois. Pardon. Pour vous, Christophe, alors, dans ce cas. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, en fait, le fait de ne pas avoir de physique, finalement, vous vous limitez pas un peu, vous, puisque vous êtes le seul, a priori, à pas avoir
Aujourd'hui, et je pense notamment à la gestion de sinistres, on aime à pouvoir aller voir, ou quand on a une réclamation ou ce genre de choses, on aime pouvoir aller voir en physique. Peut-être que ça changera et peut-être que, mais est-ce que aujourd'hui vous tirez pas un petit peu une balle dans le pied comme ça? Pendant le confinement, quand j'avais ma voiture dans le sous-sol, pendant malheureusement plusieurs semaines, je prenais mon application LeoCare, je pouvais baisser mes garanties, et j'avais besoin pour des raisons de fraude bien évidemment. Je ne pouvais pas télécharger de photos, mais je prenais des photos des 4 côtés de mon véhicule, et j'avais gagné, suivant si j'étais touristière, vous voyez ce que je veux dire, à peu près 10-15%. Quand j'étais dans un contexte comme celui-là, je peux avoir 100 points de vente. Je ne pense pas que le dimanche et l'après-midi, on ait pu changer mes garanties. Donc, si je reviens encore plus loin, si je dis pas de bêtises, chez Groupama, en tout cas les gens que je connais qui sont des vieux de la vieille, il y avait aussi des gens qui prenaient une voiture et qui allaient, je suis un paysan moi d'origine, donc de ferme en ferme pour vendre Groupama Loire-Bretagne, ça s'appelait pas comme ça à l'époque. Je crois que l'enjeu c'est le canal d'acquisition. Pourquoi aujourd'hui les acteurs historiques sont pieds et poings liés avec leur réseau? C'est justement parce que tu as été acquis par le réseau. Et donc tu flippes. Tu as été chercher ton client par le réseau. Tu l'as vendu, tu as ça. Maintenant, tu vas l'assumer. Mais c'est normal, c'est l'histoire. Je critique pas, c'est pas mon propos, je réponds à ta question. Quelqu'un qui a pris son application, qui a acheté sa voiture sur le Bon Coin, qui est allé un dimanche matin à côté d'Auchan, d'ici les Moulineaux, et qui a fait un achat, et qui a quand même besoin de partir assuré dans les 5 minutes qui suivent. Voilà. Et donc, nos comportements ont changé. Et donc, on te met à disposition des choses. Encore une fois, je ne dis pas qu'on va gagner les 35 milliards de l'IARD en France. C'est pas ce que je dis. Il y a des contextes qui garderont une valeur ajoutée, bien évidemment. Et donc, tu auras besoin de t'asseoir en face de quelqu'un. Peut-être le pro, peut-être des gens avec des maisons, des voitures particulières, etc. Oui. Mais sur la réalité du quotidien, je pense que c'est ça. Et l'enjeu, c'est que tu as besoin d'être assuré par là où tu es arrivé. Et la différence, c'est que quand on a un sinistre, et on n'est pas parfait. On prend des fois des 1 étoile parce qu'on a mis trop de temps à rembourser. Je ne suis pas en train de glorifier des choses qui sont très opérationnelles. Je suis très lucide là-dessus. Mais factuellement, un sinistre chez LeoCare, c'est pas la fin du monde. C'est une application, c'est le même bouton que pour faire une assistance, c'est le même environnement que pour changer une garantie. Donc on n'est pas dans le même mindset qui est que tu as besoin de te rassurer. Et tu te rassures par où tu as acheté, et donc par le réseau. Oui, donc Thibaut Garnier, je me suis présenté tout à l'heure. J'avais une question par rapport à 2 nouvelles technologies. La première qui est déjà employée dans le modèle de Lemonade, le smart contract, c'est-à-dire l'utilisation de l'EA pour payer directement les petits sinistres. Donc est-ce que l'emploi des smart contracts pourrait se généraliser? Quelle est votre vision sur le sujet? Et j'ai aussi vu dans les médias récemment que AXA avait commencé à investir dans The Sandbox. Pour ceux qui ne connaissent pas, Sandbox, c'est un acteur du développement du métaverse. Et pareil, est-ce que vous pourriez me donner votre vision sur le sujet? Vas-y Christophe, 5 minutes. Je mets ma copie. Par rapport à la première question, nous, et je dis les monettes parce que c'est toi qui l'as cité, j'y suis pour rien, je vais que répéter ce que tu as dit. Je pense que nous, comme vous le savez, on a levé plus de 100 millions d'euros dans ces derniers mois, et je pense qu'on l'a fait grâce à Lemonade. Mais par contre, ceux qui veulent lever en 2002, ils vont en vouloir à Lemonade. Nous, chez LeoCare, on pilote notre boîte autour d'un triangle. Il y a la JWP, donc la croissance, le portefeuille, que vous connaissez tout aussi bien que moi, le LTV on CAC, parce qu'on ne peut pas acquérir des clients à 400 € dans l'IARD, c'est pas possible. Voilà. Et puis le fameux loss ratio, celui qui... Voilà. Et bien évidemment, je pense qu'on ne nous a pas attendu pour être capable de rembourser un sinistre en 1 heure. Je pense qu'il suffit de dire à tout le monde, quand vous avez un sinistre, vous nous envoyez la facture, on vous dit oui, et puis c'est fini. Et je pense qu'il n'y a pas besoin des nouvelles technologies pour le faire. Sauf qu'après, voilà, je pense que comme quand on est porteur de risque, c'est public, et donc on a tous lu ce qui s'est passé aux États-Unis.
Voilà. Et donc, si c'est pour... C'est un peu comme la question d'en haut sur la partie comportementale. Ça m'apporte quoi, finalement et donc, faire vite, je pense que tout le monde sait faire. Et c'est pas parce que nous, on est la technologie qu'on pourrait pas décider de rembourser tout le monde. Et je me souviens très bien de cette vidéo qui était toujours incroyable. Je me faisais piquer mon téléphone sur la table. Je me retournais, en gros, j'avais le téléphone neuf. On me demandait pas si c'est un copain qui l'avait piqué ou quoi que ce soit. C'était magique. Aujourd'hui, on paye la magie. Et donc, c'est pas mon genre, mais je suis un peu briseur de rêve sur ce sujet parce qu'on est là, nous, d'abord, pour construire une boîte dans la durée. Et que si c'est pour faire que l'acquisition avec 250% de loss ratio, de toute façon, ça ne tient pas la route longtemps. Et donc c'est cet équilibre-là entre ce que les technologies apportent, et quand je dis que nous, le parcours sinistre, on a pompé Uber Eats, pour ceux qui commandent la pizza régulièrement, vous verrez, c'est les 4 étapes, c'est les mêmes. Sauf que quand même, il y a quand même des photos à prendre, il y a des vidéos, quand on veut baisser, monter des garanties, voilà, on est géolocalisé, on ne peut pas télécharger les fichiers, on ne peut prendre que des photos, et je pense que c'est ça. Vas-y. Non, pardon. Voilà, en tout cas, on peut aller très loin, mais malheureusement, on n'est pas dans le dating, on est dans l'assurance, et il y a un modèle économique à assumer. Et c'est ça que vous connaissez beaucoup mieux que moi dans cette salle. Alors après, la question n'était pas très sympa, parce que est-ce qu'on peut assurer une voiture virtuelle, une voiture que je rêve d'avoir, que j'aurai jamais? Je vais être honnête, on regarde, forcément. Il y a même 2 personnes, pour être très clair, chez nous, qui ont 30% de leur temps à suivre ça, etc., etc. La virtualisation, c'est bien sûr un sujet qui est en phase avec les technologies. Le point, c'est que nous, on a besoin de vivre. On n'a pas levé de l'argent pour rêver à 5 ans ou 10 ans. Et donc, pour être très factuel, on regarde, comme plein d'autres choses, mais nous, on est là pour acquérir le marché français et le marché européen. On est là pour travailler avec vous demain, pour construire l'assurance de demain. À ce stade, humblement, je pense que nous, on ne sait pas. Comment demain assurer ma voiture virtuelle rose avec des poignées vertes dont j'ai toujours rêvé, mais qui n'est pas physique, qu'est-ce que ça veut dire? Un peu comme tous ceux qui sont lancés dans la crypto, en tout cas le fameux paiement, et force est de constater que tout le monde est revenu en arrière. Voilà. Donc, moi, j'ai connu à l'époque où on pensait qu'on allait tous avoir des Google Glass. Voilà. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup dans la salle. Voilà. Donc, il y a de l'innovation. Et c'est logique, l'innovation, on fait des belles choses et puis des fois on en jette. Alors, je ne vais pas dire que Métavers c'est nul parce que j'ai l'air d'un crétin, bien évidemment, mais dans notre contexte, on ne sait pas. Et l'avantage quand même d'être une petite société comme la nôtre et être technology-driven complètement, c'est que pour le coup, s'adapter, ça on sait faire. Mais je ne sais pas répondre à ta question, ce que ça veut dire demain. Désolé. Peut-être une autre question ? Oui. Bonjour Marie Collin, moi je suis professeure de réglementation à l'ENAS, donc c'est les moins drôles, la conformité. Donc j'ai dit que si personne ne pose de questions, je vais le faire. Bon, la première question ne va pas toucher à la réglementation réellement, c'était vous avez posé une question, c'est pour ça que je suis venue, digitalisation, la fin de l'assurance, la fin de la proximité. Qu'est-ce que je dois en retirer? Est-ce qu'on garde le canal du face-à-face et le canal du digital, ou est-ce que on s'orienterait vers quelque chose de différent? Ça, c'était une première question pour savoir ce qu'il fallait ressortir de cette soirée. Puis la deuxième question, parce que vous avez abordé, quand vous avez abordé la réglementation, et je conçois tout à fait que ça soit extrêmement lourd. Et on vient de sortir d'une formation, j'ai mes étudiants derrière sur l'analyse d'un devoir de conseil en assurance vie, ça va parler à Benjamin, la lourdeur, toutes les informations, il jouait une équipe de contrôle de la CPR qui devait vérifier si tout était conforme. Et je peux vous dire qu'aucun document n'est conforme. Donc voilà, ça rassure tout le monde, même les plus gros, même les A, les S, ce que vous voulez, rien n'est conforme si on applique techniquement le texte. Néanmoins, je pense que tout ça, ça ira vers le mieux. En assurance vie, justement, est-ce que vous trouvez pas, parce que moi j'ai analysé des assureurs qui vendaient qu'en ligne, c'est beaucoup mieux fait que les assureurs traditionnels, sincèrement. Parce que tout est tracé, ce qu'on a quand même oublié de dire, qui est quand même bien dans la réglementation, sachant que je connais les lourdeurs, c'est la connaissance client qui est mise en avant, qui n'était pas toujours connue, c'est le suivi dans la durée, parce que vous en avez parlé d'une façon différente, mais c'est
Est-ce que mon client il se marie, est-ce qu'il divorce, est-ce qu'il a des enfants, est-ce qu'il change de métier, etc. Ça, c'était pas toujours tracé. Moi, je viens du milieu de la banque assurance à l'origine, d'un grand groupe énorme. Les premiers contrôles qu'on avait, on n'avait aucune connaissance du client. C'est-à-dire que le client qui avait eu son livret A il y a 30 ans, on n'avait jamais remis sa fiche à jour. Mais on vivait avec et on continuait de lui ouvrir des comptes et de lui vendre des produits d'assurance. Donc le bon côté de la réglementation, c'est quand même, enfin, en tout cas moi je trouve le cœur, donc c'est pour ça que moi je suis très business, je fais de la réglementation mais au service du business. Je trouve que le vrai côté positif, ça reste quand même la connaissance du client mise à jour en permanence. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en digital pur, c'est-à-dire l'auto, comment est-ce que, enfin, on n'a pas besoin de savoir si c'est marié ou pas marié, mais sur d'autres, sur de la prévoyance, etc. Je ne sais pas comment on met à jour les données sur du digital pur, mais sur du réglementaire comme en assurance vie, où là, on doit mettre à jour de façon régulière, sur l'algorithme qu'il y a derrière, qui va permettre de déterminer un conseil avec un pourcentage d'unités de compte, etc. Sincèrement, ce que j'ai pu voir, alors il n'y a pas de question, hein, mais j'aimerais avoir votre avis, sincèrement, ce que j'ai pu voir, c'est que c'est quand même mieux fait quand c'est fait en digital. Et en plus, tout est tracé. On va commencer du coup par la deuxième question et on finira par la première. Comme ça fera une bonne transition pour clôturer cette conférence. D'accord. Très rapidement, pour respecter le timing du coup. Si c'est mieux fait en full web, oui, sûrement, puisque l'humain n'intervient pas. C'est des discussions philosophiques, tout ça. Si demain j'ai 100% de mes clients en web, à la limite, effectivement, là, je vais mourir. Et effectivement, les X centaines d'agences bancaires, les X centaines d'agences Matmut vont disparaître et on passera tous sur une plateforme à faire autre chose. Mais j'y crois pas. J'y crois pas parce que je pense notamment en France, on a ce rapport à l'argent et on en parlait encore ce matin dans cette fameuse commission assurance de personnes. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. J'ai beaucoup de clients qui sont en ligne avec le portail Suisse, machin, My Swiss Life et autres. Ils m'ont appelé encore la semaine dernière parce que Swiss Life a renforcé ses codes en me disant, tiens, j'ai reçu un mail de Swiss Life pour renseigner mes données personnelles. Est-ce qu'il faut que je le fasse ? Donc, on n'en est que là pour l'instant. Et pourtant, c'est des clients, je peux vous assurer que je les pousse au digital, je les pousse à l'accès en ligne, je les pousse à plein de choses. Mais est-ce que c'est mal qu'il y ait une interaction humaine ou est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que c'est bien, pardon ? J'ai pas la réponse, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, le full web et sur la partie vie, il va avoir un petit peu de mal. Et peut-être que c'est tant mieux, parce que vous avez quand même un certain nombre de professions qui vivent aussi grâce à ça. Et vous parliez de connaissances clients et de mise à jour de clients, parce que c'est le plus compliqué. C'est très facile de faire du one-shot en assurance vie, mais le plus compliqué, c'est le suivi et c'est la mise à jour. Quand vous avez la guerre en Ukraine la semaine dernière, enfin le mois dernier, 2 ans avant, vous avez le Covid, et puis encore après, je ne sais pas ce qui va nous arriver. Enfin, le scénario, il est quand même assez magique, malheureusement. Eh bien, on a écrit, et notamment la Fédé, on se positionne en ce moment, puisque la Commission européenne est quand même très très imaginative et voudrait effectivement qu'on rentre tout dans la machine. La Commission européenne, elle voudrait qu'on ait 3 modèles, en gros, le prudent, le moins prudent et le dynamique, et basta. Moi, je schématise, je fais très vite. En remettant par contre, et c'est vrai, dans un rapport de l'IOPA, en remettant par contre le contrat par courrier, parce que quand même, on ne sait jamais. Voilà. Je vous jure que c'est vrai. Tu dis ça, tu dis, attends, on fait du full web ou on fait... Bon. Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut aujourd'hui ? Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Parce qu'on a tous un livret d'épargne, on fait un truc d'assurance vie. Enfin, je vous imaginez qu'un jour vous aurez un truc comme ça, puisque tous les Français en ont un. Est-ce que vous avez envie de rentrer dans le carcan avec le pilotage retraite prudent ou le pilotage retraite dynamique, parce que la machine aura décidé de ça ? Moi, je pense pas. Je pense pas. Fondamentalement, c'est une vraie question que l'on se pose et qu'on s'est encore posé ce matin. Je pense que le conseil existera toujours et effectivement, dès lors qu'il y a une interaction humaine, eh bien, sans trahir par exemple la Matmut qui veut faire aujourd'hui beaucoup d'assurance vie, ils ont un système de profilage client qui est très très bien,
Mais est-ce qu'il n'est pas trop bien pour orienter le client vers effectivement tel modèle? Moi, j'avais une discussion ce matin avec mes collègues, mais des anciens, des vieux de la vieille, dont je fais partie. Il y a 20 ans, on était tous full euro. Et tout ça se passait très bien. Aujourd'hui, on est tous full dynamique. On est les mêmes qu'il y a 20 ans. Donc, pourquoi? Parce que les outils nous ont amenés vers ce système-là. On ne va pas revenir sur le marché obligataire ou les fonds euros, mais quand même. Donc, il faut qu'on arrive, et il faut que des sociétés comme celles qui sont ici se mettent aussi sur ce marché-là et nous donnent des outils, puisqu'il faut absolument désacraliser la gestion de patrimoine et l'accès à l'épargne de cette manière-là. Et effectivement, il faut que l'outil intervienne. Mais à un moment donné, quand Madame Michu, excusez-moi, intervient et m'appelle encore tout à l'heure pour me dire « Tiens, Benjamin, j'ai tel support, qu'est-ce que tu en penses ?» et ainsi de suite, je ne pense pas qu'elle le retrouve sur la plateforme. C'est pas possible. Et ça, c'est des relations clients qui sont très longues. On a des relations qui durent pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et là, je vais lancer un petit pic. C'est très facile de se lancer. Mais c'est très long, c'est très difficile de durer dans le temps. Et on parlait de résultats techniques, puisque tu disais qu'on peut régler sur l'IA. Franchement, j'y crois pas. J'y crois pas. C'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, tu as la réalité économique qui revient au galop. Et si Alan, excusez-moi, a fondu un peu sur l'assurance santé individuelle, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas tout payer, quoi. Tu peux pas payer la prothèse full gaz tout le temps. C'est pas possible. Donc il y a quand même un enjeu derrière, même si on lève des centaines de millions d'euros et qu'on est valorisé X milliards, il y a un moment donné, il faut passer à la caisse. Et le S sur P, ou le P sur C, je sais pas comment vous dites, c'est la réalité du marché. Donc, voilà, envie, je pense qu'on ne pourra pas tout faire avec la machine, même si elle doit nous aider absolument. Alors après, sur la première partie de la réponse, proximité digitale, je pense que Christophe nous a prouvé tout à l'heure, avec la connaissance client, liée au comportement en fait, qu'on a sur le digital, qu'on peut créer de la proximité, puisque grâce à ça, on peut livrer de l'usage en fait. On peut vendre du service et de l'usage. Donc il y a de la proximité, il n'y a pas de personnalisation, mais il y a de la proximité, il y a de la reconnaissance. Après, dans d'autres modèles, il y a d'autres réseaux aussi. C'est-à-dire que si j'ai besoin de parler à quelqu'un, je peux parler à quelqu'un. Si j'ai besoin de voir quelqu'un, je peux voir quelqu'un. Et si c'est plus pratique pour moi d'aller sur le web, via mon mobile d'ailleurs, je peux le faire aussi. Et je peux même le faire en fonction de ce qui me préoccupe. C'est-à-dire que je peux utiliser les différents canaux. Donc c'est ça la proximité, c'est ça la reconnaissance en fait. Je pense, cette espèce de modernité, et indépendamment encore une fois du saut technologique qu'il nous faut faire à nous, assureurs traditionnels, pour arriver au standard de l'économie numérique, c'est immanquablement par la connaissance client de la proximité. Et puis pour ce petit segment de clients qui aujourd'hui est full web, mais c'est une proximité, c'est une vraie réponse à l'attente en fait. Donc voilà, je pense que, en tout cas c'est ma perception. Bonjour, désolé, dernière question. Julien Robin, je travaille chez l'Olivier Assurance au partenariat. J'avais une question sur un sujet qui n'a pas été beaucoup abordé, qui est dans la digitalisation, il y a aussi un enjeu, je pense, de réduction des dépenses pour réduire les tâches à faible valeur ajoutée. Et j'ai le sentiment aujourd'hui que chez les assureurs traditionnels, c'est un sujet sur lequel il y a du retard et on n'a pas beaucoup de transparence aujourd'hui sur quelle est la part de la prime d'assurance qui sert vraiment à payer du risque, qui sert vraiment à payer du sinistre. Si demain la transparence se fait sur ce sujet, je pense qu'il y a des clients qui seraient un peu surpris. Du coup, je voulais avoir votre avis dessus. Je ne sais pas si vous-même vous êtes prêt à communiquer sur vos expense ratios au sein de vos entreprises. D'abord, il y a quand même des communications professionnelles sur les résultats des différentes compagnies. Donc voilà. Après, le self-care.
le self-care c'est bien, mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est contraindre le client pour faire des économies, parce qu'au bout du bout, on n'en fait pas. C'est-à-dire que le contraindre à un canal, c'est un problème. Et il y a d'ailleurs un exemple qui est assez criant. Il y a quelques années sur nos SVI, nos serveurs vocaux interactifs, on avait, vous voulez une attestation, faites le 5. Vous voulez parler à quelqu'un pour ceci, pour cela, vous voulez une attestation, faites le 5. Et là, on tombait sur un self-care, en fait, une automatisation, et tous les gens raccrochaient. Et on se disait, mais je comprends pas, il veut une attestation, on lui propose, il raccroche. Mais oui, mais s'il prend la peine de composer le numéro de téléphone de la compagnie, c'est qu'il veut qu'on le lui fasse. Il ne veut pas le faire lui-même puisqu'il peut le faire sur Internet. Donc je pense que dans des compagnies traditionnelles, il faut que le client puisse tout faire sur le web, mais ne soit pas obligé de le faire sur le web. Et ça, au bout du bout, c'est plutôt gagnant. C'est plutôt gagnant. Parce que quand on contraint un client, on n'éduque pas un client, ça n'existe pas, on ne contraint pas un client, ça a toujours une fin. Et après, il finit chez Locker. Voilà. Juste par rapport à ta question, je pense que tu auras du mal à savoir effectivement ce que coûte un contrat d'assurance. Mais quand tu vas chez Renault, tu ne demandes pas au vendeur de Renault combien a coûté la Renault, la roue, la courroie, et ainsi de suite. Il y a un moment donné, voilà, on est dans une économie quand même qui est quand même assez complexe, et notamment dans l'assurance. Et si je prends les assureurs traditionnels, on s'est posé cette question ce matin, hein, donc c'est pour ça que je t'en parle, c'est tout chaud. Si je veux savoir, tiens, je parle de la vie, les frais sur des gestionnaires de fonds, des banquiers, de ceux qui commercialisent, si je rajoute la strate du digital, est-ce que ça me fait faire des économies ou pas, si je rajoute tout ce qui arrive pour effectivement commercialiser un contrat d'assurance, on est quand même dans une économie, on n'est pas dans une économie directe où j'achète mon fromage chez l'agriculteur du coin. Et c'est pas que on veut pas y répondre. Mais je défie quand même le PDG de n'importe quel grand groupe aujourd'hui de savoir exactement ce que coûte son contrat d'assurance. C'est complètement, c'est pas impossible, mais c'est complètement surréaliste. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est utopiste aussi. Donc, par contre, la digitalisation et ce vieux débat, effectivement, tu faisais entre est-ce que numériser ou digitaliser l'ensemble de mes actes fait gagner de l'argent aux compagnies d'assurance? C'est un vieux débat et je pense qu'il ne faut pas rentrer dedans. La réponse est non. Non. Aujourd'hui, on l'a vu, moi, dans ma petite expérience chez Suisse, c'est une catastrophe le service client. Parce qu'en fait, les clients aujourd'hui, ils t'appellent, ils t'envoient des mails, ils t'envoient plus de fax parce qu'heureusement, on l'a supprimé, et puis ils te rappellent pour te demander si... Bon, donc on n'est pas encore arrivé à la fameuse croisée des chemins. Et on doit passer par là, elles doivent passer par là. Peut-être qu'elles ont eu en tête un jour de se dire, tiens, c'est vrai que c'est pas mal de finalement de plus envoyer mes 2 millions d'avis d'échéance par courrier et plutôt de les envoyer par mail. Et effectivement, il faut que chaque client ait accès à l'information à l'instant T. Mais pour l'instant, je pense pas que ça rationalise leurs coûts. Pour l'instant. Mais on y viendra. Mais après, on fera autre chose, tu vois. Les personnes qui étaient employées, et j'en vois, puisque j'ai vu des personnes qui traitaient des soins à la mano, hein, puisque avant on recevait des soins comme ça, des feuilles de soins entières. Et ben elles font autre chose. Tu vois, elles font elles appellent les clients sortants, ainsi de suite. Et tout ça, ça doit évoluer. Et tant mieux si ça évolue. Mais de fait de dire, et ça j'aime pas trop, je gagne de l'argent parce que je numérise ou je digitalise. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. C'est ce qui veut aujourd'hui l'ère du temps. C'est ce que veut l'ère du temps. Je vous remercie à toutes et à tous d'être venus. Je remercie également les intervenants d'avoir pris le temps pour participer à cette conférence. Donc je vous invite tous à aller à nous suivre. Suivez les pancartes, il y a un petit cocktail qui est organisé. Donc vous pouvez venir et ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Et surtout aussi également, je précise, s'il vous plaît, essayez de respecter les gestes barrières lors du cocktail. Merci.